On va appeler très rapidement M. Moukani Ouangou à la tribune. Merci. Je crois que j'ai l'avantage d'avoir la taille présidentielle, au point de ne pas avoir à ajuster le micro. C'est la même famille encore. Ils ont la même taille. Donc c'est la même famille encore. Alors, je crois que certainement par pudeur, les Gabonais politiquement engagés en Afrique du Nord nous ont fait l'économie de nous annoncer le deuil qui frappe un de leurs membres les plus éminents. Par acquis de conscience, nous voudrions vous inviter à marquer notre compassion avec ses compatriotes en observant 1 minute de silence. Je vous invite à vous lever. Je vous remercie. Comme vous allez le constater, il est difficile de succéder à M. Luc Bongonsi. D'abord, il est plus grand que moi. Et ensuite, au-delà du confort du doigt d'aînesse, il a une expérience qui, bien sûr, recoupe le temps et enseigne aux jeunes que nous sommes. Vous imaginez donc tout le plaisir qui est le mien d'avoir à siéger à côté d'une telle icône qui nous instruit. Et donc, chaque fois que l'occasion m'est donnée de le retrouver, c'est toujours avec joie que je lui cède la parole. D'un certain point de vue, on peut penser que Luc Bongonsi a retrouvé Axel Kabou, une Ivoirienne qui a dit que l'Afrique noire était mal partie. Par son récit, il a montré à quel point le Gabon était mal parti. Et en quoi la réalité que nous vivons aujourd'hui, que nous endurons aujourd'hui, est un devoir patriotique, du moins nous impose un devoir patriotique à le faire partir. C'est exactement le même régime, fondé sur la falsification. Au terme de son exposé, de son brillant exposé, il nous a fait la preuve, il nous a fait la démonstration de ce qu'il est urgent. Il est vraiment urgent que nous puissions nous mobiliser, nous coaliser pour arrêter cette expérience-là. Je m'appelle Moukani Ouangou, je suis né à Bouila, j'habite la commune d'Akanda et je suis prêt à répondre de tous mes actes. Mais ce n'est pas une clause de style. Ce n'est pas une simple clause de style parce que je voudrais échanger avec vous sur 2 thèmes. Le premier vise à rappeler, parce qu'il a déjà bien fait, vise à rappeler toute l'étendue de la violation de la loi qui a débouché sur la crise de régime. Oui, nous vivons une crise de régime. Et quand j'aurai expliqué en quoi comporte la crise de régime, nous comprendrons la deuxième thématique qui nous commande à organiser la destitution. Parce que la crise de régime, bien sûr, s'analysera en une oppression, et l'oppression inspire un droit naturel à la résistance. D'abord, la violation de la loi. Nous savons que derrière la loi, il y a la Constitution, qui est une loi constitutionnelle. Il y a la loi organique, la loi ordinaire. En quoi la loi est-elle violée à ce jour?
Parce qu'une chose est d'aller dans l'action, une autre chose est de justifier pourquoi on doit aller dans l'action. Nous irons dans l'action parce que la loi a été violée. Or, c'est quoi la loi? La loi, c'est la volonté du peuple, c'est le consensus national rapporté et exprimé par les députés, par les parlementaires, puisque nous avons un parlement à 2 chambres. Donc la loi, c'est l'expression du consensus national. Et celui qui viole le consensus national n'a qu'un seul sort qui se choisit, c'est d'être mis à l'écart du système. Oui, notre loi est violée, de bout en bout. D'abord, dans sa norme supérieure qu'est la Constitution. Puisque j'ai rappelé que la loi, elle est étagée, elle est constitutionnelle, organique et ordinaire. Je vous fais grâce, bien sûr, des ordonnances, des décrets, des arrêtés. Notre Constitution est violée s'agissant de la situation administrative de monsieur le chef de l'État. À cet effet, mon propos aura des tons de redite, parce que je reviendrai sur ce que M. Luc Bengonsi a évoqué, me laissant certainement le soin, et je suis tout à fait heureux qu'il ait eu cette élégance, me laissant le soin peut-être d'insister. La loi est violée dans ce que elle a institué une dimension éthique à la gouvernance des affaires du pays, notamment en instituant une incompatibilité dans l'exercice de la fonction suprême et dans l'exercice concomitant de fonctions ou d'activités lucratives. Delta synergie. La loi est violée en ce que, s'agissant des élections, puisque c'est l'un des aspects de nos préoccupations, il est établi une obligation légale au gouvernement, celle d'avoir à procéder chaque année à la révision des listes électorales. Mais depuis 3 ans, cette révision n'a plus eu lieu. Après avoir démontré que la loi, dans toutes ses composantes, est violée de bout en bout, nous nous retrouverons devant le fait que le consensus national est rompu par le fait d'un homme, sinon d'un système, toute chose qui nous oblige à prendre nos responsabilités. Oui, chers compatriotes, il est des moments dans la vie d'un homme où il faut savoir prendre ses responsabilités et poser tous les actes que le bon sens commande de poser. Nous sommes là au rendez-vous de l'histoire. À ce moment-ci de mon propos, j'ai le mot de Goethe, à Valmy, qui disait que quand je regarde les uns et les autres dans les yeux, dans le regard, je constate que de ce jour et de ce lieu va certainement naître une ère nouvelle pour l'histoire du Gabon. Je voudrais que vous soyez avec moi dans ce combat. Oui, la loi est violée. Le chef de l'État, chez moi on l'appelle le chef de l'exécutif, serait né à Brazzaville le 9 février 1959. J'emprunterai les termes de Maxime Le Forestier qui dit qu'on est né quelque part forcément. Oui, il est né quelque part. Lorsqu'on est à l'extérieur du Gabon, on est forcément détenteur d'un acte de naissance établi par l'autorité du pays de naissance, en l'occurrence Brazzaville. Sauf que voilà, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2009, M. Ali Bongo Ondimba, s'agissant des pièces de son dossier, a déposé une qui suscite notre intérêt, en tout cas qui a suscité l'intérêt d'un homme, je le nomme, il est dans la salle, de M. Luc Bengonsi, parce que lui-même candidat à cette même élection présidentielle. Je voudrais sur cette séquence temporelle, parce que nous avons un témoin historique vivant, je voudrais qu'on puisse plus savoir gré de cette vigilance citoyenne, parce que c'est lui, et non Pierre Péan, c'est lui, et c'est à cause de lui que ce débat national est sur la table, et je voudrais qu'on puisse lui savoir gré en lui.
Vous voyez, à ce moment précis, les mots étaient tellement insuffisants que je me suis arrêté et vous avez complété. Oui, Luc Bongonsi a constaté que Ali Bongo Ondimba a présenté un acte de naissance dont les mentions ont éveillé son attention. Il a constaté que l'acte de naissance déposé a été établi par monsieur le maire du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Il a d'autant mieux observé qu'en la matière, la législation indique clairement que lorsque vous êtes né à l'extérieur du Gabon et que vous voulez vous faire établir un acte de naissance gabonais, vous avez deux obligations. La première consiste à saisir le tribunal de Libreville, en l'occurrence, qui autorise la retranscription de cet événement survenu à l'extérieur dans les registres d'état civil de la République gabonaise. Lorsque le tribunal autorise la retranscription, vous devez aller l'opérer auprès du maire du 1er arrondissement de la ville de Libreville. Sauf que voilà, dans le cas d'espèce, la pièce déposée par M. Ali Bongo Ondimba a été établie par le maire du 3e arrondissement de la ville de Libreville. M. Luc Bongonsi, fort d'un certain nombre d'informations en sa possession, il ne nous les a pas révélées, a automatiquement conclu qu'il y avait là une contestation de sa nationalité. Et en conséquence, il a saisi la Cour constitutionnelle qui, bien sûr, s'est fourvoyée, je le démontrerai tout à l'heure. Mais cet acte de naissance, par sa seule forme, pose débat. Cet acte de naissance est faux. Il est faux et à ce titre-là, il convoque le maire du 3e arrondissement de l'époque, M. Serge William Akasaga Okinda, pour ne pas le nommer. Oui, il doit répondre de faux en écriture publique. Et à ce titre-là, il est justiciable de la cour criminelle. Seulement voilà, dans ce cas précis, il se trouve que M. Serge William Akasaga a commis ce faux-là au profit d'un certain nombre de personnalités qui doivent répondre avec lui de ce fait délinquentiel, parce que ça n'est pas autre chose que de la délinquance. Ces personnalités-là répondent, elles, devant la haute cour de justice. Qui sont-elles, ces personnalités? Il s'agit bien sûr de M. Ali Bongo Ondimba, qui doit répondre lui également de faux. Parce que la loi pénale punit également de faux quiconque fournit les moyens du faux. Si M. Serge William Akasaga a commis le faux, mais c'est parce que M. Ali Bongo lui a fourni les moyens. Donc lui également doit répondre de faux en écriture publique, en plus bien sûr de l'usage qu'il a fait, qui est un usage blâmable. Il doit répondre de la violation de serment parce que, au terme de ce processus, il l'aurait emporté, je parle bien en conditionnel, et en conséquence, il a prêté serment de respecter la loi, celle-là même qu'il a violée. Donc, il a commis une violation de serment, toutes choses qui le rendent justiciable, lui également, de la haute cour de justice. Mais au-delà de lui, il y a M. René Aboguéla, président de la Commission électorale nationale autonome et permanente, à qui la loi a confié la mission de vérifier la régularité des dossiers de candidature. Or, dans le cas d'espèce, vous et moi, nous devons pouvoir concéder à la vérité que ce dossier-là n'a pas fait l'objet d'un examen conséquent. Donc, une première procédure questionne, défaire M. Akasaga, M. Ali Bongo Ondimba, M. Aboguéla René devant la haute cour de justice pour faux, usage de faux, complicité d'usage de faux, s'agissant de M. Aboguéla, et bien sûr violation de serment pour M. Ali Bongo Ondimba. Mais alors, si nous devons constater que M. Ali Bongo Ondimba ne s'est préoccupé de son acte de naissance
de sa situation administrative que pour l'élection de 2009, élection présidentielle, on doit pouvoir se rappeler que ce monsieur est candidat, que dis-je, est député depuis 1991 sur le siège de la Djori à Nili, c'est-à-dire à Bongoville. Tiens. En se rappelant que pour toutes les élections politiques, la présentation de l'acte de naissance est de rigueur, cela nous questionne. Sur la base de quel acte de naissance a-t-il concouru si victorieusement pendant tout ce temps-là? Sur la base de cette question, je convoque tous les présidents des CNE et Sénat qui ont eu à administrer l'élection législative à Bongoville. C'est la deuxième procédure. Au demeurant, ils ne sauront rien nous opposer puisqu'ils ont une obligation d'archivage. Elle est dans la loi. La troisième procédure m'a été inspirée par M. Luc Bongonsi. Oui, M. Luc Bongonsi a engagé un recours pour contester la nationalité d'Ali Bongo Ondimba. La Cour constitutionnelle a rejeté son recours au motif pris de ce que, dans le cadre de son recours, M. Luc Bongonsi n'aurait pas déposé des preuves suffisantes. Sur le plan du droit, il y a des juristes dans la salle et je m'en félicite. Dans tous les cas, puisque nous sommes censés ignorer la loi, nous la connaissons tous. Nous savons que le droit de la preuve est organisé. C'est à celui qui affirme un fait de rapporter la preuve de ce fait-là. Sauf que, exception, s'agissant du contentieux de la nationalité, la charge de la preuve est inversée. C'est à celui dont la nationalité est contestée de rapporter celle-ci. Donc, en rejetant le recours de M. Luc Bongonsi, la Cour constitutionnelle s'est fourvoyée. Elle a commis ce qu'on appelle en droit la fraude à la loi. Et c'est pour cette raison que, troisième procédure, j'entends faire déférer Madame Marie-Madeleine Boronso, une amie à Tata Huguette certainement, et tous les conseillers qui ont eu à siéger en 2009 sur le recours de M. Luc Bongonsi. Voici les trois procédures que j'ai engagées devant la Haute Cour de justice. Je me suis permis cela sur la base des dispositions constitutionnelles pertinentes, l'article 78, si ça vous plaît d'aller à la lecture, mais parce qu'il faut le faire, qui à la fois indique que le président de la République, le vice-président de la République, les membres du gouvernement, les membres des corps constitués et les juges de la Cour constitutionnelle répondent pénalement devant une seule juridiction qui s'appelle la Haute Cour de justice. Deuxièmement, la Constitution reconnaît aux citoyens que nous sommes tous le droit de pouvoir de saisir la Haute Cour de justice. Donc il y a une saisine citoyenne aménagée par la loi au bénéfice de chaque citoyen. Il est bon qu'on le sache. Voici la raison qui m'a conduit, moi, si petit, par les centimètres, mais je voudrais être plus grand par les sentiments, pour reprendre la Kénégué, je me suis permis d'aller devant la Haute Cour de justice. Seulement, cette saisine, bien sûr, qui portait ma conviction, va révéler des choses. De la même manière que Luc Bongonsi nous a permis de regarder notre Constitution, mais ma saisine va révéler des choses. Ils m'ont accompagné, tous les anciens. Ils m'ont accompagné à l'Assemblée nationale, au Sénat et devant M. le Premier ministre pour qu'il puisse convoquer le Parlement, parce que la procédure d'impeachment, pour parler comme vous ici, a une dimension parlementaire. Nous allons constater à la pratique que la Haute Cour de justice, qui est parfaitement prévue par la loi, notamment la Constitution, n'existe pas dans les faits. Pourquoi? Mais parce que trois autorités sont investies du pouvoir de nomination. Il s'agit d'abord du chef de l'État, qui doit désigner 7 magistrats professionnels qu'il nomme en Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit de l'Assemblée nationale qui doit élire 3 députés en son sein pour compléter les 7 magistrats. Ça fait 10.
Il s'agit du Sénat qui doit lui également désigner 3 sénateurs et ça fait 13. À la vérification, nous nous sommes retrouvés devant la triste réalité. Ni le chef de l'État, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat n'avaient daigné, au moment de ces faits-là, à faire diligence. Ils ont donc organisé leur impunité parce que, si vous remarquez, on va aller à la relecture. Président de la République, vice-président, le gouvernement, les corps constitués, la Cour constitutionnelle, c'est le régime en place. C'est ça le régime en place. Le régime en place a organisé son impunité. Le régime en place s'est mis en dehors de la loi. Le régime en place s'est mis au-dessus de la loi. Le régime en place s'est mis hors la loi. Il y a un concept qui a cours en droit international. On parle de l'État voyou. S'agissant de ceux qui ne respectent pas leurs engagements internationaux. Au Gabon, nous avons l'État hors la loi. La violation de la loi a conduit l'État à se retrouver en dehors de la loi. Mais puisque l'État a décidé lui-même de sortir du cadre de la loi, et puisque la nation est dans la loi, l'État s'est mis en dehors de la nation. Et c'est cela qui justifie que nous puissions nous organiser à destituer le système. Ça n'est pas du banditisme, ça n'est pas autre chose que l'application rigoureuse de la loi. Mon ami, mon petit frère, Daniel Mengara, viendra vous exposer sa part de contribution, sa contribution citoyenne à cette action. Et j'en suis fier. Je voudrais effectivement que vous puissiez, que chacun, on est bien aux États-Unis, se rappelle les propos de Kennedy. Nous ne demandons pas ce que nous avons à recevoir de l'État. Interrogons-nous plutôt sur quoi faire pour être utile à notre État. Et je vois là la preuve de l'utilité à l'État. Cette situation nous interpelle au plus haut point. Le Gabon, aujourd'hui, est inclassable sur les standards internationaux. Nous sommes face à une crise de régime. Mais la crise de régime, ça n'est pas de la simple rhétorique. C'est l'expression la plus emblématique de la violation du régime. Je vous invite à lire votre Constitution, articles 25 et 26, qui indique que lorsque le fonctionnement normal des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, on est devant l'état d'urgence. Et cette situation forme le chef de l'État, lorsqu'il est bien sûr dans la loi, à disposer de pouvoirs spéciaux pour rétablir la continuité du service public. Or, il se trouve que dans le cas d'espèce, l'interruption du fonctionnement normal du pouvoir public constitutionnel qu'est la Haute Cour de justice est interrompue par son fait. La situation est d'une gravité. Ça n'est pas du simple juridisme. Nous sommes là, je l'ai dit, devant le rendez-vous de l'histoire et il nous appartient de pouvoir, ensemble, redéfinir les contours du nouveau modèle gabonais. C'est de ça dont il est question, messieurs. Et l'histoire fait que ce soit nous les contemporains, il faut que nous soyons à la hauteur de notre responsabilité. Oui, le pouvoir judiciaire est bloqué dans son fonctionnement parce que chacune des juridictions de ce pouvoir-là répond de l'ensemble du pouvoir. Dès lors que l'une des entités du pouvoir judiciaire ne fonctionne pas, c'est tout le pouvoir judiciaire qui est gangréné. Vous voyez bien que, par le fait du chef de l'État, de l'Assemblée nationale et du Sénat, la Haute Cour de justice ne peut pas fonctionner. Dans le préambule de la Constitution, il est fait référence à des textes de portée internationale, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ces textes
ont valeur constitutionnelle et chacune de leurs dispositions en impose aux Gabonais. La lecture combinée de ces deux textes nous enseigne une chose. Lorsqu'un pouvoir viole la loi, il s'installe dans l'oppression. Et face à l'oppression, article 2 de la Déclaration de 1789, la résistance devient un droit naturel. Oui, le droit à la résistance est un droit constitutionnel qu'il nous appartient d'assumer si nous sommes Gabonais ou alors de laisser tomber. J'ai, lui et les autres, nous avons choisi de l'assumer. Nous venons ici pour vous compter et voir qui entend se soustraire devant son obligation citoyenne. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. J'ai consenti à venir ici, à rester un peu plus longtemps que les autres, pour échanger avec chacun de vous sur le fait que, messieurs, nous sommes devant le rendez-vous de l'histoire. Il faut que nous puissions nous distribuer les rôles. Nous qui sommes sur le front, au demeurant nous sommes au front, et vous qui êtes à l'extérieur. Chacun doit savoir comment se rendre utile à la libération de ce pays. Parce qu'il n'y a pas d'autre débat que celui de la libération du Gabon, messieurs. Nous devons libérer notre pays. Nous devons absolument exercer notre droit naturel à la résistance. Nous devons organiser l'insurrection. Cela s'appelle la révolution. Je n'ai pas peur des mots, mais j'en parle parce que c'est un droit constitutionnel. Oui, je sais qu'il y en a qui coopèrent avec le régime. C'est leur droit. Je les encourage à exercer leur droit en disant au régime qu'il s'est mis en dehors de la République, en dehors du consensus national. Oui, messieurs, renseignez utilement le régime pour que le régime prenne la dimension de la violation et qu'il prenne la responsabilité citoyenne de se mettre à l'écart et nous faire l'économie d'un bain de sang. Parce que face à cela, le régime n'a qu'un seul exploit à réaliser, c'est le prochain génocide. J'ai dit que je suis prêt à répondre de l'ensemble de mes actes, n'est-ce pas? C'est de ça dont il est question. Oui, nous devons nous rendre utiles à notre pays, nous devons être prêts à répondre devant le devoir. Et c'est là que se trouve le devoir. Le devoir est là et non nulle part ailleurs. Certains de nos amis, à M. Luc Bongonsi et à moi-même, vous proposent le devoir de la préférence de leur personne pour la prochaine élection présidentielle. C'est leur droit de se tromper. Mais ils ne peuvent pas tromper tout le peuple tout le temps. Et je crois qu'ici, nous avons désormais le choix d'avoir à nous tromper en suivant ce discours ou le droit de revenir au vrai combat pour libérer le pays. J'ai fait le choix de libérer le pays, d'apporter ma modeste contribution. Oui, je ne suis pas très fort, je ne suis pas très grand, pas très fort donc, mais j'entends apporter ma modeste contribution à cela, en éclairant les esprits sur la pertinence de votre combat, sur l'utilité à la nation. De l'autre côté, bien sûr, M. Ali Bongo Ondimba organiserait lui aussi, apprécier la similitude des méthodes, lui aussi se fait désirer comme candidat. L'impossible candidature. Comment, avant de nous expliquer la régularité de sa naissance à Brazzaville, ou du moins celle de ses papiers, moi je m'en tiens à celle des papiers, mais Bongonsi n'en démord pas, il veut absolument qu'il soit convaincu de sa naissance à Brazzaville, parce qu'il en doute. Comment, sans sortir de ce débat, peut-il se projeter dans le débat prochain? C'est Confucius qui disait que entre le passé où sont nos souvenirs et le futur où sont nos rêves, il y a le présent où sont nos devoirs. Le sien est de pouvoir justifier à la nation tout entière, donc à chacun de nous, la régularité de sa situation de 2009, pour qu'ensuite il puisse être éligible pour 2016. Mais à la condition, bien sûr,
que nous remettions les choses à plat. Nous ne pouvons plus continuer. Vous le voyez bien. Quel que soit le côté où on se trouve, la distance où on se trouve avec le pouvoir, il y a une réalité. Notre pays ne peut plus continuer comme il est aujourd'hui. Il va des causeries comme des plaisanteries, les plus courtes restent toujours les meilleures. Sur cette question, je suis intarissable. Je ne veux pas priver à Daniel, mon petit frère, du bénéfice de son intervention. C'est pour cette raison que je voudrais me retirer et bien sûr laisser le débat lorsque les questions reviendront pour bien sûr aller plus avant dans la démonstration. Voilà, donc c'est à la faveur de ces quelques observations qu'il vous reviendra de compléter par vos questions. Je vous remercie d'avoir prêté votre haute attention à vos questions. Merci, Monsieur Bokandi Wangou, pour nous avoir donc édifié sur ce dossier d'Ali Bongo.